salut tout le monde, on se retrouve pour cette 5e émission. Je me présente, Julie. Alors, nous allons accueillir une chronique musicale d'Axel. Et oui, bonjour à tous. Laurine nous présentera une partie cinématographique japonais et un groupe. Oui, j'espère que ça vous plaira. Steve va nous parler de jeux vidéo. Tout à fait. Et Jérémy et Paul nous parleront de météorites. Oui. Salut. Donc Axel, nous t'écoutons pour ta chronique musicale. Alors aujourd'hui parlons musique, parlons David Bowie, producteur de disques, acteur et très grand chanteur britannique. David Robert Jones, de son vrai nom, s'est imposé comme l'une des pop stars les plus influentes du XXe siècle. C'est à l'âge de 17 ans, en 1964, qu'il commence à jouer avec plusieurs groupes tels que The King Bees ou encore The Riot Squad. David Bowie commence sa carrière solo avec un album éponyme. Sorti le 1er juin 1967, il offre un mélange de variétés et de chansons assez pop. Toutefois, ce disque s'avère être un échec. Les titres ont été cependant repris par la suite sur plusieurs compilations. David Bowie s'est fait connaître par le grand public en 1969 lors de la sortie de son single Space Oddity, faisant référence au premier pas sur la Lune de Buzz Aldrin et de Neil Armstrong. Commence alors la période glam rock de l'artiste. Le glam rock se caractérise essentiellement par un retour aux simplicités du rock et à la recherche d'une image excessive et provocante de l'interprète. David Bowie est souvent associé à ce mouvement et je vais vous dire pourquoi plus tard dans la chronique. Je suis sûre que vous avez déjà sûrement entendu The Man Who Sold the World, la reprise de Nirvana. Vous pouvez retrouver l'original sur l'album du même nom sorti en 1971 et produit bien entendu par David Bowie. C'est d'ailleurs à cette période que le jeune chanteur offre une image peu commune de lui. Sur la pochette de son album The Man Who Sold the World, on peut le voir posé sur un divan en robe et perruque. Cela fait scandale et renforce l'image de l'artiste, considéré à présent comme une icône du glam rock. David Bowie affirmera par la suite son androgynie, élément crucial pour la suite de sa carrière. Hunky Dory, son 3e album, nous offre des rythmes plus enjoués. On peut d'ailleurs retrouver sur ce disque un des titres les plus connus du chanteur, Life on Mars. On peut dire que David Bowie rentre réellement dans la légende du rock avec cet album. On retrouve encore sur la pochette de ce dernier une image toujours très féminine de l'artiste. Il y aura par la suite 3 autres albums. Le premier, du nom de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, désolé de mon accent, connaîtra un fort succès et David Bowie enchaînera les tournées. Sans ensuite en 1973 Alain d'Insane et pour clôturer sa période glam rock Diamonds Dog en 1974. Young Americans, album sorti en 1975, ouvre la période soul-funk de l'artiste. Dans le prolongement, David Bowie joue dans un film du nom de The Man Who Fell to Earth. Son album suivant, Station to Station, sorti en 1976, semblerait contenir des morceaux de la bande originale du film. Cependant, cette période reste assez floue pour le chanteur, plongé dans l'addiction à la cocaïne. En 1977, David Bowie s'installe à Berlin et sort un trio d'albums nommé Low, Heroes et Lodger. S'influençant grandement du rock allemand, le chanteur se redéfinit et réinvente une image de lui. Il quitte Berlin en 1979 et reprend un peu son rôle d'acteur. Il revient avec un album qui connaît un fort succès en 1980, Scary Monsters. Et comment vous parler de David Bowie si je ne vous parle pas de son duo avec Queen? C'est également en 1980 qu'il enregistre Under Pressure avec le groupe de Freddie Mercury qui deviendra un hit peu de temps après. En parlant de hit, vous avez déjà peut-être entendu Let's Dance de David Bowie et je vous ferai découvrir ce titre à la fin de cette chronique. Sorti en 1983, ce titre donne une autre phase dans la carrière de l'artiste, permettant de toucher beaucoup plus de monde grâce à son clip passant sur la MTV. Il se place juste derrière Thriller de Michael Jackson en tant que second hit de l'année. Son album suivant, Tonight, qui sort en 1984, se vend encore très bien. Il y a par la suite Never Let Me Down qui ne connaît pas le succès attendu. Voulant oublier l'échec de son précédent album, David Bowie fonde en 1988 le groupe Tin Machines, qui lui permet de revenir en 1990 sur de meilleures bases. Le premier album solo post-Tin Machines de Bowie, du nom de Black Tie White Noise, sorti en 1993, n'est toutefois pas très convaincant.
Sortira par la suite 6 autres albums dans l'ordre d'apparition Outside, Earthling, Hours, Heaven, Reality et The Next Day, pour un total de 25 albums à l'heure actuelle. David Bowie a su s'imposer à travers différents styles musicaux, allant du rock à l'électro, en passant par la pop. Et maintenant, que reste-t-il de cet homme presque septuagénaire en 2015 ? Eh bien, il y a une sortie d'album prévue pour le 8 janvier 2016 qui ne devrait pas décevoir les fans. Et pour finir cette chronique, je vous propose d'écouter Let's Dance de David Bowie. Mes chers amis, nous venons d'écouter Let's Dance de David Bowie. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurine qui va nous présenter les sorties cinéma japonaises et le groupe Heartbeat, un groupe coréen. Et oui, aujourd'hui on se retrouve alors avec 2 sorties cinéma. Une qui s'appelle Le Garçon et la Bête qui va sortir le 13 janvier 2016. C'est dans longtemps je sais, mais bon, j'ai pas trouvé autre chose. Par Mamoru Hosoda, le réalisateur de La Traversée du Temps, sorti en 2006, et Les Enfants Loups, Ame et Yuki, sorti en 2012. Kyuta est un jeune garçon qui habite à Shibuya. Il rencontre Komatetsu, une bête solitaire venue d'un monde imaginaire qui va devenir son guide spirituel. Kyuta devient le disciple de la bête. Il a obtenu la note de 8 sur 10 par les internautes du site Sens Critique. Passons maintenant au film Anne, qui va sortir le 27 janvier 2016, par Naomi Kawase, la réalisatrice de Still the Water, sorti en 2014. Les dorayaki sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de 2 pancakes fourrés de pâtes de haricots rouges confits appelés Anne. Tokue, une vieille femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayaki, de l'embaucher. Tokue a le secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient vite un endroit incontournable. Il a obtenu la note de 6,7 sur 10 par les internautes du site Sens Critique. Passons maintenant à la présentation du groupe du jour, Heartbeat.
Heartbeat est un groupe sud-coréen du label Marble Pop Entertainment et il est composé de 4 membres. Le groupe a fait ses débuts en décembre 2014 avec le titre Shine. Le label fait le choix de les promouvoir en tant que faceless group ou groupe sans visage afin que le public ne se focalise que sur leur musique. En janvier 2015, ils font leur premier comeback avec le titre Missing You en collaboration avec la chanteuse Lia. Leurs visages seront révélés au public en amont de leur comeback avec le mini-album Remember, dont la sortie était prévue pour le 6 mai 2015. Maintenant, nous allons vous faire découvrir le titre Beautiful des Heartbeat. Yeah. Oh no no. Listen up. 자꾸 예쁜 너 신비로운 무언가 내 머릿속에 너 하나만 생각해 yeah. 이상한 이 느낌 번개 맞은 듯해 오늘도 심장엔 뭔가 짜릿한 느낌 사랑인 걸까 온통 네 생각뿐이야 사실은 I do 사랑은 잘 모르지만 I do 네가 그냥 보고 싶어 I do 이제 나의 모든 것이 되죠 I do 내가 먼저 말해줄게 I do 내 귓가에 속삭일게 I do 그냥 너라면 난 충분한 걸 너에게로 가 널 좋아한단 말할까 혹시나 네가 놀라 멀어지면 어떡해 아무 생각 없이 내게로 마음 가는 대로 해볼래 어쩔 수가 없어 네가 너무 좋아서 그래 조심스럽게 너를 끌어안을래 사실은 I do 사랑은 잘 모르지만 I do 네가 그냥 보고 싶어 I do 이제 나의 모든 것이 되죠 I do 내가 먼저 말해줄게 I do 내 귓가에 속삭일게 I do 그냥 너라면 난 충분한 걸 결국 어차피 숨기려 했어도 금방 들킬걸 눈 마주치면 동공지진 무너지지 밀고 당기는 법 대충은 알지만 너와의 끈 끊어질까봐 당기긴커녕 못해 살짝 터질도 이젠 너 두고 볼 수 없어 시커먼 수컷 틈에 널 두고 올 수 없어 네 눈에 비친 날 볼 때 행복해 원래 이런 말 못해 내가 돌게 너도 나밖에 못 보게 내만 본다 널 볼 수 있다는 생각에 밤새워 난 잠을 설쳐 You know love ya 널 향해 간다 오늘 널 나의 여자로 만들어 내게 미쳐 빠질 수 있게 멋지게 꾸미고서 너에게 달려간다 네가 보인다 Baby don't stop This song's for you 사랑해 I do 이제서야 고백할게 I do 오래도록 준비했던 I do 이제 나의 모든 것이 되죠 I do 내가 먼저 말해줄게 I do 내 귓가에 속삭일게 I do 그냥 너라면 난 충분한 걸 You know you're beautiful yeah 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 Et nous venons d'écouter Heartbeat Beautiful. Maintenant, nous passons à Steve sur sa chronique de Zelda. Alors je vais vous parler du dernier jeu Zelda qui est sorti, Triforce Heroes, j'espère que je prononce bien mon anglais. Alors ce jeu est sorti le 23 octobre 2015, donc il est vraiment très très récent. Faut savoir que ce jeu en fait est une sorte de copie de l'ancien jeu Zelda, Link Between Worlds. Ça a les mêmes fonctionnalités, ça a le même moteur graphique.
Et ce jeu en fait peut être considéré comme un hors-série de la saga Zelda parce que, outre le fait que Super Smash Bros et tout ça sont pas des jeux Zelda officiels, celui-là est un jeu Zelda officiel, mais c'est aussi un hors-série, un peu comme Hyrule Warriors. Ça veut dire qu'en fait que normalement chaque jeu Zelda, sauf indication contraire, est la suite d'un autre jeu. Genre par exemple, A Link Between Worlds, c'est la suite de A Link to the Past, même s'il y a quelques années quand même entre ces deux jeux. Et ce jeu peut être implanté n'importe où dans la chronologie, parce que ce n'est pas l'histoire de la princesse Zelda, le royaume d'Hyrule qui est en danger, non. C'est une toute nouvelle histoire, donc ça fait un peu du bien de voir un petit hors-série. Alors, l'histoire de ce jeu, c'est très simple. Le royaume d'Estof vient de subir une malédiction. La princesse Mousseline vient de subir un sortilège lancé par la sorcière Lady Satiin, l'obligeant à porter un costume hyper laid, rendant les villageois de cette ville de la mode peureux de subir le même sort. Le roi Frisette décide de recruter des personnes pour créer le groupe d'héros de la légende, les Héros Totems, pour s'aventurer dans les contrées maudites et briser le sortilège. Et c'est justement un de ces personnages que vous incarnez dans le jeu. Donc il faut savoir en fait que ce jeu, c'est un jeu de coopération à 3. C'est un peu comme Force World, un ancien jeu sorti sur Game Boy. J'ai pas envie de faire une grosse bêtise, donc qui était aussi un jeu de coopération à 4, sauf que ce jeu-là était orienté un peu en mode versus. C'était celui qui ramassait le plus grand nombre de rubis. Là, tout a été arrangé pour que ce jeu soit 100% coopératif. Si vous faites le versus pendant une partie en coopération, vous allez vite le regretter. Donc, en commençant, nous avons donc le village, en fait, qui est une sorte de place Mi, si on peut dire ça, où en fait vous aurez donc plusieurs fonctionnalités, le château qui permet de lancer les niveaux, le magasin de couturier pour créer vos tenues et les porter, le marchand qui vous permettra d'obtenir des matériaux pour vos tenues, et encore la maison multiverse qui est une fonctionnalité de la 3DS, parce que j'ai oublié de préciser, ce jeu sort en 3DS. Donc voilà. Alors les tenues en fait c'est un élément du jeu très complexe en fait. C'est vraiment ce qui peut vous sortir de plein de situations dangereuses. C'est qu'au cours de votre aventure vous allez récupérer des rubis et des matériaux qui vont vous confectionner des tenues. Et ces tenues vont vous apporter un pouvoir. Vous avez par exemple la tenue Kokiri qui lorsque vous utiliserez un arc, au lieu de tirer une flèche vous en tirez 3. La bombinaison qui permet au fait d'augmenter de 2 la puissance de la bombe et sa portée. Donc autrement dit c'est une bombe géante. Encore la tenue Goron qui vous permettra de nager dans la lave sans se prendre aucun point de dégâts. Donc pour commencer une partie il faudra se rendre dans le château après avoir fait le petit mini tutoriel que vous aurez au village. Ensuite, il faudra soit se connecter à une des consoles de vos amis, soit se connecter à Internet pour rejoindre un groupe de 2 autres personnes afin de commencer une partie. Sachez qu'il est possible de jouer à ce jeu en solo. Autrement dit, à place que ce soit de vrais joueurs, ce seront des pantins que vous pourrez prendre le contrôle à tout moment. Donc ça permettra de faire les niveaux tout seul si vous n'avez aucune connexion internet, même si le fun est beaucoup plus présent si vous jouez en multijoueur. Donc ensuite, vous devrez ensuite sélectionner le monde que vous voudrez aller, donc que ce soit le monde de la forêt, le monde de la lave, le monde de glace, d'eau plutôt, dans quelque sorte. Ensuite, vous rejoignez la partie de groupe de 3 personnes. Ensuite, vous devez sélectionner un des 4 niveaux du monde. Vous pouvez commencer par le dernier si vous voulez, même si c'est celui qui contient le boss du monde. Donc, on vote pour le niveau qu'on veut faire et on est lancé dans la partie. Alors, dans le premier stage, en fait, chaque niveau est composé de 4 stages. Généralement, le 4e stage, c'est soit un boss ou un mini-boss, ou alors des groupes de monstres qu'il faudra tuer. Donc l'objectif étant de progresser dans ces stages en utilisant les Triforce qui se trouvent, enfin le symbole de la Triforce qui se trouve sur le sol à l'autre bout du niveau. Pour cela, dans le premier stage, vous récupérez l'objet. Donc c'est précisé au début du niveau quel objet il y aura. Donc prenez votre tunique en fonction des objets ou de ce que vous comptez faire. Genre récupérer des cœurs par exemple. Donc progressez
Donc progresser à travers ces niveaux en coopération. Vous pouvez d'ailleurs utiliser sur l'écran tactile des espèces de petits, comment on pourrait dire, signes qui permettent donc de communiquer à vos partenaires pour leur dire viens ici où il y a un objet. Une des fonctionnalités qui sera indispensable dans ce jeu est le mode totem. Il suffit en fait de soulever une personne. Donc ce qui veut dire que la personne qui est tout en bas en fait va déplacer le totem et la personne qui est tout en haut en fait va utiliser des objets, que ce soit par exemple un arc, des bombes ou son épée, pour atteindre par exemple des interrupteurs qui sont hauts par rapport à la taille d'un Link, ou pour lancer quelqu'un sur une plateforme un peu élevée. Une fois que vous aurez terminé ces 4 stages, vous aurez accès à 3 coffres. Vous devrez choisir un des 3 coffres, les 2 autres étant pour les 2 autres personnages. Et en fait, dans ce coffre va contenir soit un matériau normal, soit un matériau considéré rare. Ça veut dire qu'il est un peu plus rare, donc qui permet de confectionner des tuniques plus puissantes. C'est de l'aléatoire complet, donc vous avez une chance sur 3 de récupérer le matériau rare. Sachant que ce matériau rare peut être dans des niveaux beaucoup plus supérieurs, considéré comme un matériau normal. Merci Steve. Maintenant nous allons écouter Time War de Rocky Horror Show. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time war, drinking those moments when the black pit would hit me and the boys would be calling. Let's do the time war again. Let's do the time war again. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. It's so dreamy. Oh, fantasy, free me. So you can't see me. No, not at all. In another dimension. With voyeuristic intention. Well secluded. I see all. With a bit of a mind flip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're faced out on sensation. Like you're under sedation. It's just a jump to the left. With your hands on your hips.
C'était Time Warp de Rocky Horror Show. Maintenant, nous allons laisser la parole à Paul et Jérémy pour une chronique sur les météorites. Ouais, aujourd'hui, donc, du coup, on va vous parler de météorites. Et pour vous, quelle est la fin du monde la plus probable? L'apocalypse par des dinosaures ou des zombies. Mais les dinosaures, ils sont morts depuis longtemps. On s'en fout. Moi, je dirais rien parce que j'ai peur de dire une bêtise. D'accord, alors moi et Jérémy, on pense que les météorites seraient une très belle fin du monde. Et on va vous expliquer qu'est-ce qu'une météorite. Une météorite est une masse rocheuse venue de l'espace qui s'est écrasée sur une planète comme la Terre. D'accord, et je voudrais aussi ajouter que la plupart des objets entrant dans l'atmosphère sont réduits, voire détruits à cause du frottement de l'air. Les météorites sont de différentes tailles, elles peuvent varier entre quelques centimètres et plusieurs kilomètres. Oui, et une météorite de cette taille décimerait l'humanité, comme les dinosaures l'ont été. Dans ce cas, il faudrait alors la dévier ou la détruire. Actuellement, on a plusieurs moyens de se protéger contre cette menace. La déviation par impact, en écrasant un satellite sur la météorite, la déviation par explosion, la destruction par explosion sur la météorite. Cette méthode est rapide, mais a l'inconvénient de créer une pluie de fragments de météorites, qui sont tout de même dangereux. La destruction par impacteur, qui a les mêmes avantages et inconvénients que la destruction par explosion. L'enjeu est donc d'avoir le temps de dévier la météorite. On peut aussi la dévier en la propulsant avec sa propre matière. Je m'explique. On peut envoyer une sorte de foreuse qui rongera la météorite et qui utilisera ses débris comme propulseur, ainsi on pourra dévier la météorite. Sais-tu ce qui se passerait si une météorite parvenait à s'écraser dans l'océan ? Ça serait moins grave que si la météorite s'écrasait sur un continent, car on échapperait à un tremblement de terre et à un nuage de poussière. Pour la petite histoire, une partie de l'eau présente sur Terre pourrait venir des météorites. Aussi, la vie pourrait venir d'une météorite. En 1984, un groupe de scientifiques aurait trouvé au pôle Nord une météorite d'origine martienne contenant des traces de vie. Environ 1500 météorites sont découvertes chaque année. Une météorite de plus de 20 mètres qui touche le sol terrestre produirait autant d'énergie qu'une bombe à hydrogène et dégagerait une énergie lumineuse équivalente à celle du Soleil. Merci Paul et Jérémy pour cette chronique sur les météorites. Bon mes chers amis, j'ai le malheur de vous annoncer que etc. c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve le mardi matin à 7h et le mercredi soir à 19h. Bon, moi je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Where we